pour rappel, la capitale Damas est tombée ce dimanche 8 décembre. Et donc, Bachar el-Assad a quitté le pays. D'ailleurs, on ne sait pas où il est exactement. Est-ce que tu as des infos par rapport à ça? Si, c'est pas moi qui ai les infos. Maintenant, on sait. C'est-à-dire qu'au moment Mm. où j'ai écrit, on n'avait pas vraiment Ouais, l'information. Il était parti visiblement le samedi, le 7. d'accord. Et on sait maintenant qu'il est à Moscou, qu'il est en Russie, où Ok, il est un réfugié humanitaire, non pas réfugié politique. d'accord. Et Moscou, donc la Russie, qui est un allié géopolitique. La Russie, on peut revenir sur le rôle de la Russie dans cette région. La Russie qui est intervenue en Syrie à l'automne 2015, qui a sauvé d'ailleurs la mise au pouvoir en place, à Bachar el-Assad, en intervenant notamment contre les coalitions islamistes, djihadistes, qui tentaient de prendre le pouvoir déjà à cette époque. Donc il y a eu des grosses batailles, notamment autour d'Alep. D'accord. Et ces islamistes ont fait marche arrière et se sont regroupés justement autour de la fameuse ville de d'Idleb, qui est une région nord de la Syrie, d'où ils ont lancé leur offensive le 27 novembre. D'accord, ok. Et donc là, globalement, ce qu'on peut lire et ce qu'on peut voir de la situation, c'est que les populations se réjouissent du départ de Bachar el-Assad. Pourtant, tu nous expliques que la situation n'est pas tout à fait aussi simple, parce que certains combats continuent notamment dans les zones kurdes, si je ne me trompe pas. Et donc d'abord, pour remettre un peu au frais toutes ces idées-là dans la tête des viewers et des viewers, on va regarder une vidéo qui résume un peu tout ça, qui a été faite par Luma. On va vous la montrer. Ne bougez pas, je la retrouve. Je la retrouve dans nos nombreux onglets. Voilà. Hop. Le régime de Bachar el-Assad est tombé. Est-ce une bonne nouvelle pour autant? Pas tout à fait. Coup de théâtre. En 10 jours à peine, le régime de Bachar el-Assad est tombé. Le plus surprenant, peu de combats violents ont eu lieu. Isolé, Bachar el-Assad n'a reçu de soutien ni de l'armée qui a fui, ni de ses alliés à l'international. Mais la paix du pays dépend de ce que vont faire les forces au pouvoir. À leur tête, Abu Mohammad al-Jolani, connu pour avoir combattu en Irak et pour avoir appliqué une politique de compromis dans la province d'Idleb. En clair, il a cherché à appliquer l'islamisme en l'adaptant aux minorités de la région. Par exemple, en laissant les chrétiens pratiquer leur culte. En revanche, aucun compromis concernant les droits de l'homme et les droits des femmes. De là, une question se pose. Pourra-t-il fédérer toutes les minorités du pays au risque de provoquer l'éclatement de l'union nationale, ou choisira-t-il de mener une politique ultra-radicale comme celle des talibans? En attendant, les Turcs en profitent pour s'attaquer aux Kurdes dans le nord et les Israéliens poursuivent leur annexion au sud du pays. Ok, alors, on va juste repartir... Le régime de Bachar el-Assad... non, on va juste repartir du début, de faire un petit récap. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait que le régime soit tombé si vite? Tu nous dis en 12 jours. Tu as interviewé un spécialiste de la question qui est Fabrice Balanche. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la rapidité de tout ça? Ce qui a surtout surpris d'abord, c'est l'offensive qui a été lancée le 27 novembre, et on s'aperçoit en fait après coup que Al-Joulani, de son fief d'Idleb, préparait ça depuis plusieurs mois. Il y avait des signes avant-coureurs, mais il attendait en fait le moment propice. Et ce moment propice est arrivé d'abord parce que les forces russes sont aussi occupées sur le front ukrainien, et beaucoup moins en Syrie. Et puis, deuxièmement, c'est des attaques d'Israël contre les positions du Hezbollah libanais et des milices iraniennes en Syrie qui ont affaibli les défenses d'une armée arabe syrienne qui était un peu une enveloppe vide, une coquille vide avec des soldats qui ne voulaient pas vraiment se battre. Mais on avait déjà vécu ça en 2003 avec Saddam Hussein et avec l'armée irakienne. Mais ce qui a montré surtout le rejet de ce pouvoir par les populations, c'est le fait que les populations ont accueilli ceux qui sont entrés. Ils n'ont pas essayé de défendre leur ville. Donc ils voulaient vraiment se débarrasser à tout prix de ça. Alors Al-Joulani, je ne sais pas si c'est lui qui va complètement prendre le pouvoir, parce que pour l'instant on est dans une phase de transition avec un Premier ministre qui a été nommé. On va voir de quelle manière il se dispose, qui participe à ce pouvoir. C'est assez bizarre d'ailleurs de voir que l'ambassadeur de Syrie à l'ONU reste en place et a dit qu'il continue le travail, qu'il riait quand les Syriens riaient, il pleurait quand les Syriens pleuraient, que l'ambassade de Syrie en Russie a hissé le nouveau drapeau syrien. Donc tout ça se fait un petit peu comme ça dans une espèce de bon esprit. Après, je pense qu'il faut se méfier, parce que même l'exemple qui est donné, les chrétiens peuvent pratiquer leur culte. Dans l'Empire ottoman, il y avait ce qu'on appelait les dhimmis, c'est-à-dire que les minorités avaient un statut bien spécial, avec un certain nombre de droits et certaines interdictions. Ouais. Mais on va revenir un peu. Donc, du coup, est-ce que on peut dire que maintenant l'homme fort sur place, c'est Al-Jolani qui a pris le pouvoir? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui il est, ce qu'il a fait, sur du coup le truc de liberté de culte
dans certaines zones. Enfin, qu'est-ce qu'il en est clairement? D'où il vient aussi? Alors, d'abord, d'où il vient? D'abord, c'est un Syrien qui vient de la ville de Deraa, qui est au sud de la Syrie, qui s'est rendu très rapidement en Irak après la chute de Saddam Hussein et après les débuts de la révolte sunnite, qui s'est rendu sur place, qui a été arrêté, où là, en prison, a été arrêté par les Américains. En prison, il a rencontré ceux qui allaient devenir les dirigeants d'Al-Qaïda en Irak et les fondateurs de Daesh, c'est-à-dire de l'État islamique, jusqu'à ce que cet État islamique en Irak devienne l'État islamique en Irak et au Levant, c'est-à-dire le Levant, c'est-à-dire la Syrie, et que Al-Julani retourne et crée un front qui s'appelait le Front Al-Nosra, qui était affilié à Al-Qaïda. D'accord. Voilà. Ah oui. Il faut suivre, hein, si vous ne suivez pas, vous faites signe. Ouais. Mais il y a des myriades de petites organisations islamistes comme ça, un petit peu partout. Et lui, après, a agrégé d'autres organisations pour créer HTS, cette nouvelle organisation dans laquelle il a affirmé avoir rompu avec Al-Qaïda, qui, à mon sens, et au sens de Francis Balanche aussi d'ailleurs, est une fausse rupture. C'est-à-dire c'est une rupture tactique qui permet de rassurer un peu ceux qui vont être des alliés. Parce qu'on a beau être fort militairement, on est obligé de compter sur un environnement régional et international. Et donc là, il faut donner des gages. Et je pense qu'il faut remettre les dernières déclarations de Al-Julani dans ce contexte-là. D'accord. Et donc, il est à la tête de HTS. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? HTS, c'est une organisation djihadiste, mais c'est-à-dire, il veut un djihad national. C'est-à-dire que son objectif, c'est proprement la Syrie et absolument pas, en tout cas dans ce qu'il déclare, absolument pas de déborder sur les frontières ou d'aller dans d'autres pays. Cela dit, il y a au sein de cette coalition des djihadistes, y compris des djihadistes français, on le sait, qui, eux, veulent revenir ici. Donc, eux ont un autre projet que le sien. Ok. Et on a une question dans le chat qui est super pragmatique et super intéressante. Est-ce que les infrastructures perdurent, justice, police, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est toute la question là qu'on va essayer de vérifier. Mais ce qu'on sait, c'est que Al-Julani, dès dimanche, d'abord, un des premiers gestes qu'il a fait, c'était de se rendre dans la grande mosquée des Omeyyades à Damas, ce qui est un geste symbolique, puisque c'est une mosquée sunnite. Mais ce n'est pas sans rappeler ce qu'a fait al-Baghdadi, le leader de Daesh, de l'État islamique, à Mossoul en 2014. Mais une des premières paroles de Julani, ça a été d'interdire à ses hommes, à ses troupes, d'entrer dans les bâtiments publics, dans les administrations. Le message derrière, c'est ne rentrez pas, ne cassez pas et ne pillez pas. Donc il y avait une volonté de garder en place toutes les infrastructures pour que le pays puisse fonctionner rapidement. Ah, après, j'aurais une petite vidéo à te montrer. Il faudrait que tu éclaircisses tout ça avec nous parce que je n'avais pas tout à fait compris. D'ailleurs, tu as déjà des fans dans le chat qui disent « Merci Pierre pour ton analyse, un des rares à se rendre sur le terrain depuis 30 ans. » Bon, c'est plutôt flatteur. Alors, une vidéo que j'ai pas tout à fait... Voilà. Donc, elle vient du New York Times. On regarde quelques secondes et puis on voit ce qu'il en est. Donc ça, c'est la maison de Bachar al-Assad. On va arrêter là pour pas que ce soit trop long. Du coup, dis-nous tout, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Mais là, c'est pas un bâtiment public. Ouais. Ça, c'est le palais présidentiel et c'est les appartements de Bachar al-Assad et de sa famille. Donc là, ils sont en train très clairement de piller. Mais ça s'est passé partout. J'ai vu ça aussi à Bagdad, à la chute de Saddam Hussein. Ils sont entrés dans les palais de Saddam, ils ont pillé un peu tout. C'est pas pareil que les bâtiments administratifs. Il y a du symbole, il y a du vrai pillage parce qu'il y a des beaux meubles, parce qu'il y a des beaux objets, que les gens veulent les avoir ou veulent les revendre. Il y a quelque chose d'assez psychologique aussi, de se dire que celui qui les a dominés pendant tant d'années, maintenant n'est plus là et on prend ses affaires personnelles. Donc il y a presque une sorte de fétichisme. Presque. Ouais. Il y a peut-être aussi un besoin, parce que tu écris beaucoup que la Syrie est plongée dans une crise économique depuis les années 2000. Bon. Ah oui. Non, la crise économique syrienne explique aussi en partie la révolte qu'il y a eu en 2011. Il y a bien sûr la nature proprement dite de ce régime. Là, pour le coup, d'utiliser le mot régime, ça a du sens, parce que dans les médias, en général, on utilise beaucoup le mot régime, mais quand il s'agit de pays dont les gouvernements ne sont pas exactement dans la même ligne que les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a un régime iranien, il y a un régime russe, il y a un régime syrien, mais il n'y a pas de régime américain, il n'y a pas de régime français, il n'y a pas de régime israélien. C'est vrai, j'avais jamais remarqué. Ou de régime allemand. Et toi, tu emploies quel mot pour quel endroit? J'essaie
Des fois, pour éviter les répétitions, on est obligé de. Mais je pense que le régime, ça définit la nature même d'un pays. D'accord. Un régime parlementaire, un régime présidentiel. Mais là, le mot est utilisé comme repoussoir. C'est presque pavlovien, quoi. D'accord. Ah oui. Alors, on nous pose une autre question dans le chat. Où en sont les relations entre HTS et d'une part la Turquie, d'autre part AANES? Bon, faut que tu nous expliques tout ça, parce que voilà, faut que tu défriches. Parce que là, on est sur un autre spécialiste de cette partie, de cette zone géographique, mais nous, il faut qu'on nous explique. Voilà. En sait-on plus sur les mouvements dans la région? Voilà. Alors, la ANS dont il est question, c'est l'administration autonome du nord-est syrien. Donc, c'est une zone que les Kurdes ont créée et qu'ils administrent. Okay, donc, ça, c'est le terme de leur administration. Donc, on va y revenir. La première chose, c'est que si HTS a pu se développer dans la région d'Idleb, c'est parce qu'après l'intervention russe en 2015 et après les combats de 2016, notamment autour d'Alep, quand ils se sont retirés sur Idleb, il y a eu un cessez-le-feu, une espèce d'accord qui a été passé de modus vivendi en quelque sorte, où la poche d'Idleb n'était pas attaquée par les troupes russes ou par les troupes syriennes, et que cet accord-là était sous surveillance turque. Donc il y avait près de 10 000 soldats turcs dans la région d'Idleb. Je me permets juste de te couper 3 secondes. Il faut qu'on remercie pour un raid. Alors, c'est le raid de Haut Poste de David Dufresne. Merci beaucoup pour le raid. Ça veut dire qu'on a plus de viewers, plus de personnes qui pourront écouter la suite de ta réponse. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y avait en gros environ 10 000 soldats turcs basés en permanence dans cette région-là. Quand je dis soldats turcs, c'est générique. Ça veut dire qu'il y avait des officiers, ça veut dire qu'il y avait des simples soldats. Mais il y avait aussi des renseignements militaires et des services de renseignement turcs, le MIT, sur place. D'accord. Et on sait qu'ils ont aidé à former les combattants de HTS, non seulement en entraînement, mais aussi en logistique, en argent, etc. etc. Donc ce qu'a fait El Joulani et ses troupes le 27 novembre, qui a démarré le 27 novembre, n'a pas pu se faire sans l'accord des Turcs. D'accord. Voire même peut-être même poussé par les Turcs. D'accord. L'idée des Turcs, c'est quoi? Parce que chacun a un peu ses objectifs, et ce qui convient, c'est d'arriver à faire un peu de couture pour rattacher tout ça. Donc HTS, lui, veut prendre le pouvoir en Syrie. Pour la Turquie, qui soutient ce mouvement-là, avoir un mouvement pareil au pouvoir, c'est bien, parce que ça veut dire que ça va être un régime ami de la Turquie. La Turquie, elle, ce qu'elle veut, c'est se débarrasser des Kurdes, d'une manière ou d'une autre. Oui. Soit physiquement, totalement, soit les noyer dans la masse et en finir avec cette administration autonome du nord-est syrien. Pour ça, la Turquie veut créer une zone tampon d'une 30aine de kilomètres en profondeur dans le territoire syrien. Et ce qu'elles avaient commencé déjà à faire, mais pas sur une longueur suffisante pour eux, c'est à couper cette administration kurde en deux. Donc il y avait une partie avec Kobané à la frontière turque et un peu plus au sud la ville de Manbij, et complètement sur l'est vers la frontière irakienne, il y avait les villes de Kamishli notamment, et un peu plus au sud la ville de Hasakeh. Outre HTS, la Turquie a créé de toutes pièces une espèce de milice avec des supplétifs syriens, qu'ils ont appelé l'armée nationale syrienne, dont elle, le but et l'objectif et le rôle, la mission est de s'attaquer aux Kurdes. Donc ils ont déjà attaqué, dès dimanche, ils ont attaqué. Ils ont déjà pris la ville de Manbij. Tout porte à croire qu'ils vont se diriger vers la ville de Kobané. D'accord. Et donc pour l'instant, on en est là des combats. Mais je crois que dans la suite de la question, il y avait ce qui se passait vers la ville de Deir ez-Zor. Oui, c'est ça, exactement. Et surtout, on va afficher une carte. Et si tu peux nous montrer avec la souris, parfois, si tu as des choses à nous montrer, ça peut être super intéressant qu'on puisse visualiser un peu. Ouais. Vous nous dites si vous voyez bien les viewers et les viewers. Flèche, par contre. Elle est où? Plus sur le côté gauche. Voilà. La ville de Kobané dont je parlais. Alors la ville de Manbij, on ne l'a pas mise, mais elle est par là. Ici. D'accord. Voilà, donc ici, ça a été pris par l'armée nationale syrienne, c'est-à-dire les supplétifs syriens de la Turquie, parce que l'armée russe s'est retirée. Donc là, c'était des positions. Maintenant, ils se sont tous retirés. Donc vraisemblablement, ils vont monter ici à Kobané. Et donc là, il va y avoir des combats qui vont très certainement se dérouler. Alors, il faut savoir que il y a 1 millier de soldats américains qui sont disposés ici. Pas n'importe où, c'est autour des zones de pétrole. D'accord, évidemment. Oui. Bon, voilà. okay. Et la ville de Deir ez-Zor ici est une ville particulièrement importante parce que c'est l'accès à toutes ces zones pétrolières. Donc, je pense que ce qu'on appelait les rebelles du front sud, qui étaient vers Deraa, vont remonter comme ça ici. On ne sait pas exactement ce qui se passe à Palmyre, mais l'objectif va être Deir ez-Zor.
Mais le HTS ne va pas non plus se laisser faire et va aussi vouloir aller là. Donc on a possibilité aussi d'affrontement entre ceux qui sont les alliés d'un jour pour abattre Bachar Mhm. el-Assad, mais qui peuvent après se retrouver ennemis. Ah oui. Et je Purée. pense, moi, que le HTS, qui après a pris de l'Ataquié et toutes ces bases-là jusqu'à Tartous, va peut-être faire le chemin jusqu'à Deir ez-Zor, d'abord pour s'installer là et donc avoir le contrôle de cette zone pétrolifère, et surtout ici à l'est de l'Euphrate, Mhm. se trouvent encore des poches de Daesh, de l'État islamique. D'accord. Voilà. Et donc on peut penser que le HTS, qui les connaissent bien parce qu'ils en viennent quasiment de Mhm. Daesh, de l'État islamique, vont les éradiquer ici pour le grand contentement des Américains, qui en Ouais. retour va les laisser faire ce qu'ils veulent. Ok. Ah oui, c'est super complexe quand même. On a une carte avec plein de drapeaux. Ah ben, c'est une carte dont l'origine, c'est celle de Francis Balanche. C'est Ouais. grâce à Bruno Edouin du service cartographie de l'humanité, nous avons pu faire cette C'est carte-là. super. Elle est super Et claire voilà, en tout cas. voilà. Ok. Et d'ailleurs, dans ton article, il t'expliquait que les drapeaux étaient en charpie. Alors, on va juste montrer une photo du drapeau. Et qu'est-ce qu'il en est? Il va être remplacé. Enfin, tu peux nous expliquer un peu? Donc ça, c'est le drapeau actuel. Il manque une bande, mais Ah. comme il y a du noir tout autour, on ne Bon. voit pas la bande noire en haut. Ok. Oui, en fait, depuis le début de la révolte en 2011, l'opposition, c'est très compliqué. On va peut-être pas revenir sur tout Mhm. ça parce que c'est un peu compliqué, mais parce qu'en réalité, les premières révoltes ont eu lieu sur les questions économiques que tu évoquais tout à l'heure, notamment parce qu'il y a eu des grandes années de sécheresse, aussi parce qu'il y a eu une libéralisation de l'économie syrienne qui avant était une économie planifiée, donc très aidée. Donc il y a eu suppression de l'aide aux produits de première nécessité. Donc notamment les paysans dans les campagnes se sont beaucoup appauvris, Mm. se sont révoltés sur ces questions-là, qui s'est transformé après en un rejet du pouvoir en place. Mais très vite, en fait, les islamistes sont venus dedans et ont piégé la chose. Mais le premier drapeau qui a été brandi par cette opposition, c'est le nouveau drapeau qui va être qui est installé maintenant, qui est un drapeau qui date de 1932, je pense, quand il y avait le mandat français. Et donc ils ont remplacé. Il y a 2 étoiles vertes maintenant à la place des 3 étoiles rouges. D'accord. Et la bande verte a été remplacée par une bande rouge. Ok. Voilà. D'accord. C'est très symbolique, c'est juste pour l'écriture, c'est un petit jeu d'écriture. Non, mais super. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est des Kurdes dans la situation? On nous écrit, est-ce que les Kurdes continuent de souffrir? Les Kurdes en Syrie continuent de souffrir, les Kurdes en Turquie continuent de souffrir, les Kurdes en Iran continuent de souffrir. Et pour les Kurdes en Irak, qui ont une région semi-autonome, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que là aussi il y a des jeux d'alliance qui sont pas très 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 évidents. Donc les Kurdes en Syrie, oui, c'est très compliqué. Je voudrais quand même rappeler que grâce à leur courage, la première défaite qui avait été celle de Daesh en début 2015, c'était à Kobané. D'accord. Donc je sais pas, ils ont combattu vraiment de manière héroïque l'État islamique et les djihadistes. Et aujourd'hui, ils se retrouvent un peu seuls. Parce que dans la redistribution des cartes moyen-orientales et dans le jeu qui se fait, ils risquent peut-être d'être un petit peu oubliés parce qu'ils ne vont pas peser pour beaucoup. D'accord. Ok. Et ils sont pas très nombreux en soi en Syrie, par exemple? C'est pas qu'ils soient pas très nombreux. C'est aussi ce qui gêne aussi. Bon, les Turcs ne veulent pas de la reconnaissance du fait kurde. Le pouvoir en place en Syrie auparavant non plus. Mais ce qui gêne, en fait, c'est aussi leurs orientations politiques, parce que c'est une orientation très progressiste, très à gauche, qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes, qui prône l'égalité entre toutes les communautés, qui prône l'égalité entre tous les cultes, ce qui est peut-être la solution pour le Moyen-Orient d'ailleurs. Et donc c'est ça qu'on veut éviter. Et donc l'expérience de l'administration autonome au nord-est syrien est intéressante à ce niveau-là, même si c'est évidemment compliqué parce qu'il y a des poches de Daesh, donc de l'État islamique, et que c'est toujours un état de guerre, ce qui n'est jamais facile, quoi. D'accord, ok. Et on nous demande si les images de geôles sous terre sont des fakes ou pas. On en a vu pas mal passer sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si là-dessus tu aurais des billes. Je peux pas dire oui, non, parce que je suis ici à Paris, je suis pas sur place, mais malheureusement, il y a de fortes chances que la réalité de ces geôles souterraines se soit avérée. Voilà, ce serait pas dire, mais on sait que ces prisons-là étaient particulièrement
particulièrement terrible. Mais je pense que ce qu'on découvre est encore peut-être pire que ce qu'on a pu savoir. D'ailleurs, beaucoup de militants communistes syriens sont passés là-dedans ou ils sont morts là-dedans. Et tu y es allé combien de temps là dernièrement? Où ça? Au Moyen-Orient? Ouais. J'étais en Palestine au mois d'octobre, puis après j'étais au Liban, puisqu'il y avait la guerre menée par Israël, parce qu'il faudrait dire un petit mot sur Israël quand même. Oui, tout à fait. Sur le fait que l'offensive du 27 novembre, Netanyahou quasiment revendique aujourd'hui le fait que c'est grâce à lui que les choses ont pu se passer. Et on voit qu'Israël aujourd'hui profite immédiatement de la situation, puisque Israël occupe le plateau du Golan syrien depuis 1973. Et là, a pénétré sur la deuxième partie de ce plateau, alors qu'il y avait des accords passés avec l'ONU, et que là, donc, ils saisissent une partie du territoire syrien. Donc, tout ça est inquiétant, d'ailleurs, parce que ça crée évidemment de nouvelles tensions. Et ces nouvelles tensions, dans des pays où il y a autant de milices armées et d'armes qui tournent, ça peut évidemment aller à l'explosion très rapidement. Ok. Très bien. Alors du coup, si on peut essayer de résumer un peu la situation, en fait, on pourrait dire que c'est une victoire, mais reste à savoir ce qui va se passer par la suite et dans quel contexte et ce que va mettre en place les forces qui vont être au pouvoir désormais. C'est toujours un peu le même problème, enfin surtout pour nous à l'humanité, c'est de considérer quelles sont les forces en présence. Et malheureusement, les forces progressistes sont très affaiblies. Donc les seules forces organisées sont réellement les forces islamistes, et les autres, qui sont un peu plus laïques, sont beaucoup financés par les pays occidentaux. Ah d'accord. Okay. Donc c'est ça qui peut se passer, mais il peut se passer tellement de choses. On peut très bien penser que, vous savez, quand les talibans avaient pris, pas seulement les talibans, quand les groupes islamistes en Afghanistan avaient pris le pouvoir dans les années 80, quand ils sont arrivés à Kaboul, ils se sont combattus entre eux en détruisant la moitié de Kaboul. Ça peut très bien se passer aussi à Damas. Pour l'instant, c'est relativement calme, mais il suffit d'une étincelle pour que tout ça explose. Donc, il n'y a pas d'alternative à Bachar el-Assad qui puisse réellement mettre en place une politique progressiste qui irait dans le sens des populations syriennes. Est-ce que là, en l'état, est-ce que les forces sont présentes pour qu'il y ait ce type de proposition qui puisse émerger? Non, pour l'instant, je pense pas. Il y a en présence des anciens du régime, les forces islamistes. Très certainement, une ou deux personnalités vont émerger. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas sûr que là, le président, ou ça va être qui va rester Giuliani. Peut-être qu'ils vont mettre une espèce d'homme paille, une espèce de marionnette, pour que ça va contenter tout le monde et pour que les Occidentaux puissent dire voilà, c'est un régime assez propre, on peut travailler avec. Ah oui, d'accord, ok. Parce que l'important, oui, bien sûr. Parce que l'important, notamment pour les États-Unis et c'est leur projet régional. Leur projet régional vise à stabiliser le Moyen-Orient pour leurs propres intérêts, parce que les combats économiques de demain pour les États-Unis, c'est la Chine. Donc, pour stabiliser ce Moyen-Orient, ils ont besoin de gouvernements et de pays qui les suivent. Or, dans la région, et quoi qu'on pense de ces pays, les pays qui ne les suivaient pas, dans la région, je parle Moyen-Orient proprement dit, c'était l'Irak, donc Saddam Hussein a sauté, c'était la Syrie, Bachar el-Assad a sauté, et c'est l'Iran. Donc le dernier objectif réel, en fait, c'est l'Iran. Et donc encore une fois, quoi qu'on pense du pouvoir d'Iran. Mais ce qui intéresse les États-Unis, c'est pas, leur problème, c'est pas que l'Iran est dirigé par des mollahs ou que les femmes n'aient pas toute leur liberté, etc. C'est pas ça qui les gêne. Ce qui les gêne, c'est que l'Iran ne soit pas avec eux. Si le même régime était avec les Américains, il n'y aurait rien qui se passerait. Donc là, maintenant, ils vont tenter d'isoler l'Iran. Et cette isolation risque de passer par une déstabilisation ou des combats en Irak. D'accord. Ah oui. Donc, ok, tout est très lié, quoi. Ok, très bien. Et on nous demande si le parti Baas d'Assad est un parti laïque au départ. Est-ce que c'était ça? Oui, c'est un parti laïque. Ce parti Baas a été créé par Michel Aflek d'abord. Oui, c'est un parti nationaliste arabe et laïque. Laïque au sens, ne revendiquons pas l'islam comme politique d'État. D'accord. Voilà, dans ce sens-là. Mais bon, voilà, il faut remonter aux années 60, où le nationalisme arabe était fort. C'est pour ça qu'à l'époque, même, il y avait une entente entre la Syrie et l'Égypte pour faire un seul pays.
Et est-ce qu'on peut faire un tout petit retour en arrière et essayer de comprendre en quoi le départ de Bachar al-Assad en Russie et le fait que son régime chute, enfin je sais pas si je peux dire régime du coup, mince, Oui, en quoi c'est bien et comment il a fait pour installer son pouvoir et aller jusqu'au bout de son projet? Bachar. Ouais, Bah, d'abord, il a pris la suite de son père, hein. Son père a pris le pouvoir dans les années 60 et il est mort en 2000. d'accord. Et en 2000, la succession. Alors, c'était le fils aîné, Bassel, qui devait succéder à Hafez al-Assad, père. Mais Bassel est mort dans un accident de voiture. Et donc, ils ont fait revenir en hâte Bachar, qui lui C'est le plan B. suivait oui, c'est le plan B. Il suivait ses études d'ophtalmologie en Angleterre, D'accord. où il a rencontré son épouse, qui était syrienne aussi d'ailleurs. Et donc, il a pris la suite en 2000. Mhm. Et après 2000, la question est intéressante parce que donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à ce moment-là, notamment ce qu'on a appelé le printemps de Damas, Ah oui. que Bachar el-Assad lui-même a poussé, malgré les tentatives par les vieux caciques du parti basse d'empêcher ça, donc d'essayer de libéraliser au sens liberté d'expression. Moi-même, j'avais participé à l'époque, en 2000, et un peu après à Damas, à des discussions entre des intellectuels, des artistes, etc. Enfin, voilà, il y a des paroles qui se libéraient, qui étaient avant très, très, très cachées. Et donc quelque chose, c'était. Et puis très vite, c'est retourné au vieux réflexe d'antan, de l'autoritarisme, de la carotte et du bâton. D'accord. Mais comme il a commencé à changer l'économie syrienne, il a commencé à être adoubé par les pays occidentaux qui se sont dit que la Syrie était importante. La Syrie, c'est quand même un pays, je ne sais pas si on le voyait sur la carte, mais qui est quand même frontalier avec Israël, frontalier avec l'Irak, frontalier avec la Jordanie, frontalier avec la Turquie, frontalier avec le Liban. Donc Ok. c'est pas n'importe quel pays. Je veux dire, l'explosion d'un pays comme ça a évidemment des répercussions un peu partout. Donc il était adoubé. Sa libéralisation a donné ce qu'on a vu, c'est-à-dire des difficultés économiques encore plus importantes, je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. sur l'aide aux produits de première nécessité qui a été supprimée. Ça a été des privatisations qui ont été mises en place. Et le parallèle qu'on ne souligne pas suffisamment, ça a été la construction de mosquées comme jamais. C'est-à-dire qu'il a utilisé la question religieuse pour donner des gages et essayer de garder une base populaire. Ok. Saddam Hussein avait Ah oui. fait ça déjà en 1991, après la guerre du Golfe. D'accord. Donc, et en 2008, Bachar el-Assad a été invité en France par Nicolas Sarkozy pour assister au défilé du 14 juillet. Ah, mais c'est fou ça. Donc, Quand même. et moi, je l'avais interviewé, Bachar el-Assad, dans ce fameux palais, quelques jours auparavant, Ok. à Damas. Ah oui, d'accord. Oh, bon, ça marche. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, peut-être plus sur la géopolitique du lieu et puis surtout en quoi il représente un intérêt pour les autres pays? Tu parlais tout à l'heure des États-Unis, il y avait leur drapeau sur la partie est de la carte. Mhm. T'expliquais que c'était parce qu'il y avait des ressources en pétrole. Alors, il y avait deux choses. C'est-à-dire que quand il y a eu la création de l'État islamique, évidemment, ça a créé un problème. Pas tant parce que ça crée un problème en Syrie ou en Irak, mais parce que l'État islamique générait des cellules cancéreuses jusqu'en Europe et possiblement même jusqu'aux États-Unis. C'est aussi pour ça que la Russie est intervenue, parce que ça a gangréné aussi le Caucase et toute une partie des populations musulmanes qui se D'accord. trouvent dans ces régions-là. Et donc les Américains, étant basés en Irak depuis 2003, enfin ayant des bases depuis 2003, puisqu'il y a eu la guerre contre Saddam Hussein à l'époque, ont rapatrié des troupes dans cette partie est. Donc, ils ont juste eu à traverser la frontière irako-syrienne D'accord. pour se positionner là, évidemment près des zones de pétrole. Pour les zones de pétrole en Syrie, c'est pas l'Arabie Saoudite, hein, c'est quelques centaines de milliers de barils par jour, c'est pas D'accord. Ah pas oui. des millions de barils par jour. Ok. Mais pour l'économie syrienne, c'est important. Ouais. Mais on pense pas réellement que les États-Unis soient là juste pour capter le pétrole, quoi. D'accord. Ah oui, il y a d'autres C'est intérêts. toujours bien, mais voilà. Mais en même temps, ça faisait une position militaire, et les Kurdes se sont appuyés sur eux. Les forces kurdes se sont appuyées sur les Américains pour être plus ou moins en protection, quoi. D'accord. Voilà. Mais l'économie syrienne, elle fonctionne à partir de quoi? L'économie syrienne, c'était beaucoup d'agriculture. Ouais. Et puis, je pense, des fabrications d'industries lourdes, des armes, des choses comme ça. D'accord. Ok. Bon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui te semble être essentiel pour comprendre le sujet? Si c'est le cas, n'hésite pas. Si tu as envie de parler de quelque chose de super important, c'est le moment. Voilà. Bon,
Non, pas de. Euh, non, je pense qu'il faut être attentif. Enfin, tout peut bouger très vite. D'accord. C'est pas parce que quelque chose se passe aujourd'hui que la question est réglée pour demain. Il faut s'attendre à tout. Et encore une fois, il faut être attentif aux relations qu'il va y avoir entre les différentes factions qui ont pris le pouvoir. Mm. Et de voir de quelle manière cette transition se fait. Moi, j'ai beaucoup de questions, c'est ce que je vais essayer de comprendre là, dans les jours qui viennent, de savoir qui participe à cette transition, comment ça se fait. Voilà. Parce qu'il y a toujours évidemment un risque que le pays s'effondre si tout s'arrête. Il y a un risque aussi que ces troupes, que les militants de Daesh qui sont dans cette région de l'Euphrate, comme j'ai dit tout à l'heure, s'échappent aussi, donc quelque part. Parce que, Ok. voilà. Parce que, et dans les prisons qui ont été ouvertes, il y avait aussi des militants de Daesh. Ah oui, d'accord. Et tu comptes y retourner quand en Syrie? Est-ce que tu comptes y retourner? C'est dans ton programme. Là, qu'est-ce que tu vas traiter dans les semaines à venir? Oui, j'espère bien partir là dans les jours qui viennent, Damas. Ok, d'accord. Bon, et ben très bien. Je pense que ça s'impose. Très bien. Et ben on pourra te lire dans l'Humanité. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Version web, version papier, c'est comme vous voulez.